Riche d'une histoire doublement millénaire, Soissons demeure une ville joyau dont la vallée de l'Aisne constitue l'écrin. Le célèbre épisode de Clovis et de son vase brisé occulte trop souvent le passé majestueux de cette cité qui, en l'an 486, fut reconnue première capitale de la France. Ville martyre, siège d'innombrables conflits, Soissons a néanmoins su préserver maints exemples de sa majestueuse architecture gothique. Car ce qui jadis fit sa fortune et désormais sa réputation dans le monde entier, c'est sous terre qu'il faut aller le chercher. Ici, cathédrales, églises, abbayes, forts, villages alentours portent tous une même marque de fabrique, la pierre blanche caractéristique de ce coin de Picardie. On distingue sa présence à fleur de terre, au milieu des plaines et des vallons. On la retrouve dans le ventre des carrières dont elle est issue. Enfin, c'est elle qui, magnifiée au fil des siècles par les artistes du ciseau et du burin, a transformé Soissons en un grand livre de pierre. Un livre dont nous tournerons les pages avec Valérie et Jacques qui nous ouvriront les portes de la cathédrale. Karine et le soldat Célestin Martin nous offriront un voyage dans le temps au cœur de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. À quelques kilomètres de Soissons, Bénédicte nous guidera dans le dédale des galeries du fort de Condé. David nous expliquera le défi qu'il a choisi de relever dans l'enceinte de l'abbaye de Valsery. Le livre se refermera sur Sémont, où Madeleine veille jalousement sur l'un des plus beaux sites du Soissonnais. Le premier chapitre du livre s'ouvre tout naturellement sur la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique classique. Sa construction débute en 1176 et s'étale sur plus de 300 ans. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci. Pour la visite de la cathédrale? Oui, ça sera avec plaisir. On raconte qu'au début du XVe siècle, les habitants s'emparèrent des pierres du chantier afin de reconstruire leurs maisons détruites par les incessants conflits de l'époque. De ce fait, la tour sud ne reçut jamais la flèche qui devait la couronner. Quant à la tour nord, elle ne vit tout simplement jamais le jour, ce qui ne nuit en rien à la majesté de l'ensemble de l'édifice, auquel la pierre blanche apporte élégance et luminosité. Alors on va aller dans la travée centrale, on va aller voir déjà les principales caractéristiques de la cathédrale. Donc normalement quand on rentre comme ça, on est frappé par la luminosité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu par rapport à Notre-Dame de Paris, dont on a à peu près les mêmes dimensions, ou Reims ou d'autres cathédrales. On est vraiment dans une cathédrale beaucoup plus lumineuse ici. Alors normalement, une église, c'est en forme de croix latine avec une grande branche qui est la nef et puis le transept. Oui. Et c'est censé être symétrique. Et là, vous allez voir qu'on a une particularité à Soissons, c'est que le bras sud est très différent du bras nord. On est dans une partie du XIIe siècle, on est dans le bras sud du transept. Et donc, on est dans ce qu'on appelle le premier art gothique, premier style gothique. Et donc, on est à la limite du roman. On voit encore les fenêtres en plein cintre d'ailleurs en bas. Et on a donc 4 niveaux d'élévation. Voilà, et une forme hémicirculaire qu'on retrouve à la cathédrale de Noyon, par exemple. Et donc, ce témoignage est resté, puisque lors de la reconstruction de la cathédrale dans un nouveau style, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce bras sud est resté. On en est très content, ça nous fait un très beau témoignage du premier art gothique. Cet hôtel est vraiment différent du reste de la cathédrale. De quelle époque date-t-il? Alors, il est du 19e siècle. Il est dans un style néo-gothique, donc pour être un petit peu raccord avec le reste de la cathédrale gothique, mais il est d'environ 1865. Et là, vous êtes le premier à le voir dans cet état, puisqu'il vient d'être rénové. Il a été nettoyé, redoré à leur fin, et le mur qui est derrière, le mur du pignon nord, a également été repeint. Donc, vous êtes une des premières personnes à le voir comme ça. Là, nous sommes devant le joyau de la cathédrale de Soissons, un tableau de Rubens. Donc, évidemment, quelque chose de prestigieux pour la cathédrale. Un tableau qui représente l'adoration des bergers, avec une image assez rare, à savoir la Vierge qui allaite l'enfant, qui est un thème rarement pris par Rubens.
Et alors ce tableau, si on l'a, c'est certainement lié à un évêque qui avait eu le privilège de sacrer Louis XIV, un évêque qui s'appelait Simon le Gras. Donc il y a certainement un lien avec ce sacre qui a permis de financer l'achat de ce tableau. Les marques du temps s'impriment sur la façade, comme autant de taches sur les pages du grand livre de pierre. De nombreuses fois incendié, détérioré, pillé, le pire est encore à venir en ce début du XXe siècle pour la cathédrale martyrisée. Durant la Première Guerre mondiale, les bombardements incessants dont Soissons est la cible détruisent l'édifice à près de 80%. Dès la fin des hostilités, sous la direction de l'architecte Émile Brunet, une restauration dans les règles de l'art débute. Là encore, les pierres blanches seront mises à contribution pour ressusciter la cathédrale. Il faudra encore plus de 20 ans pour lui rendre son aspect d'origine. Alors je vais vous raconter l'histoire du Héricourt de Soissons et du guetteur en fait, puisqu'on est sur la tour. Vous avez vu maintenant le point de vue qu'on a alentour, on voit des kilomètres à la ronde. Et donc au 19e siècle, on instaure un guetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est payé pour surveiller qu'il n'y a pas d'invasion, qu'il n'y a pas d'incendie et qui fait le tour toutes les heures. Et puis il y en a un, Monsieur Le Pan, il fait ça pendant 54 ans. Et il trouve que ça manque un peu de verdure et il a une idée de faire pousser des haricots de Soissons. Et ces haricots de Soissons, c'est des haricots qui rament, donc ça passait par-dessus la tour. Et les gens, à des kilomètres à la ronde, paraît-il, voyaient la tour verte. Et les gens qui étaient assez courageux et curieux pour monter jusqu'ici, Monsieur Le Pan leur expliquait pourquoi et leur donnait un petit sachet de haricots de Soissons en récompense. Voilà l'histoire du guetteur de la cathédrale. Du haut des tours de la cathédrale, lorsque le regard se tourne vers le sud de la ville, on aperçoit toute proche la silhouette longiligne de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Sa splendide façade gothique s'ouvre désormais sur le vide, comme un défi au temps et à la folie des hommes qui ne l'ont pas ménagée. Karine, la maîtresse des lieux, multiplie les initiatives originales pour faire revivre le site. Ce matin, justement, une visite très particulière attend les écoles de Soissons. C'est un site qui est particulièrement cher aux Soissonnais et qui s'élève sur une petite colline. Et les pentes de cette colline ont été autrefois occupées et plantées de vignes qui a donné ce nom à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. L'abbaye est fondée en 1076 par l'évêque de Soissons, associé à un grand seigneur de la région. Les bâtiments romans d'origine furent remplacés au XIIIe siècle par ceux que l'on peut voir aujourd'hui. On va avoir un abbé prestigieux qui est l'abbé Raoul, qui va engager un vaste programme de construction pour les 90 chanoines qui occupaient ce site abbatial. Et ce programme prestigieux, eh bien, on le lit dans cette façade monumentale dont les tours culminent à 75 et 80 mètres, avec ce curieux Christ en croix qui marque la croisée la plus haute et qui apparemment est assez rarissime. On en a un autre exemple sur la cathédrale de Metz, mais qui est beaucoup plus récent. Des imposants bâtiments d'origine, il ne subsiste aujourd'hui qu'une infime partie, précieusement restaurée. En effet, dès la fin de la Révolution, l'évêque, entre les mains de qui fut remis l'abbaye, s'empressa de la démanteler. Les pierres qui la constituaient furent transformées en monnaie sonnante et trébuchante. L'argent servit à financer la reconstruction de la cathédrale située à 2 pas. Le massacre épargna la façade, mais signa l'arrêt de mort de l'édifice religieux. Les chanoines vont être chassés en 1790 et c'est l'armée qui va venir occuper ce lieu. Donc grosso modo, on va dire de 1796 à 1976, on va avoir sur le site une occupation militaire. Nous sommes ici devant la manutention militaire. Donc la manutention militaire, elle va servir au régiment à lui fournir tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Mais dans un premier temps, je vais chercher ma boule et ma ration alimentaire. D'accord ? Vous pouvez rentrer. Alors je suis Célestin Adolphe Martin. Je suis né le 19 novembre 1884 à Soissons, à l'Hôtel-Dieu. Et je fais mon service militaire en fait au 67e régiment d'infanterie. Et je suis soldat de
de 2 réserves, juste avant la guerre, juste avant la Première Guerre mondiale. L'armée a réquisitionné ce monument pour en faire une manutention militaire afin de subvenir aux besoins du régiment qui se trouve juste en face de l'abbaye. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boule, d'après vous? C'est du pain. C'est du pain. Ça équivaut à 750 grammes de pain. On va aller chercher le reste de mon équipement à l'arsenal. Donc on va aller chercher mon barda. Et on va se rendre place de la République. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Soldats! Soldats! Oui, mon capitaine. Quel est cet attroupement? Des civils, mon capitaine. Garde à vous, soldats. Menton relevé. Soldats! Oui, mon capitaine. Garde à vous, soldats. Oui, mon capitaine. Mesdames, messieurs, je vous salue. Le devoir m'appelle. Allez, on presse le bas. Alors, ce parcours, il a été créé en 2013 avec le service de l'architecture et du patrimoine. Il s'inscrit dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. On a voulu en fait donner un aspect concret à ce centenaire en faisant revivre un personnage, un Soissonnais, qui a vécu la Grande Guerre, et on accueille dans le cadre de ce parcours de nombreux scolaires en fait, ici à Soissons. Soldats, ordre de mobilisation générale. Pour vous, Fort de Condé. Bien, mon capitaine. À un jet de pierre blanche de Soissons, à proximité du tristement célèbre chemin des Dames, trône le fort militaire de Condé. Dominant seul le paysage alentour, il guette depuis près de 150 ans, indestructible et déserté, l'arrivée d'un hypothétique envahisseur qui lui donnerait sa raison d'être. Bonjour, bienvenue au fort de Condé. Derrière nous, 5 hectares d'architecture militaire, des kilomètres de galeries, plusieurs étages de casernement, de l'armement militaire, plus de 2 heures de visite nous attendent. Vous savez qu'en 1871, nous avons perdu la guerre contre les Prussiens. À la suite de cette bataille, pendant laquelle nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine, l'armée française a décidé de construire plusieurs ceintures concentriques de forts, comme celui-ci, par le général Serret de Rivière, pour protéger Paris d'éventuelles nouvelles incursions par les Prussiens ou les Allemands. Ce fort a donc été construit à la fin du 19e siècle, en 5 ans, pas plus, ce qui est une prouesse architecturale puisqu'on a 5 hectares de construction sur plusieurs niveaux avec des galeries qui s'entrecroisent. C'est une construction assez complexe. Et donc vous avez au centre des bâtiments de casernement qui servaient de lieu de vie aux soldats. On y dormait, on y mangeait, on s'y faisait soigner. Vous avez une ceinture de cours intérieures. Nous sommes ici dans une de ces cours qui servait à transporter l'armement et les munitions, etc. dans l'ensemble du fort. Vous avez ensuite une ceinture concentrique de pas de tir. Les plateformes plates entre les ouvertures que vous voyez servaient à poser l'ensemble des canons du fort de Condé. On stockait les munitions dans ces espaces que vous voyez ici entre les deux. Et puis il y avait une dernière ceinture de protection rapprochée cette fois-ci qui était les fossés, les meurtrières et tout ce qui servait à protéger le fort des incursions de l'ennemi sur le site. Le fort n'a jamais servi à faire la guerre, puisque quelques années après sa construction, on invente un nouvel explosif qui s'appelle la mélinite. Et ce fort, avec ses toits, nous on n'a pas de toit ici, nos toits ce sont 4 mètres de terre, et donc ces 4 mètres de terre, ils ne suffisent pas à arrêter les nouveaux obus. Donc le fort est très rapidement déclassé, au point que les Allemands vont arriver ici en 1914, ils vont entrer dans le fort et ils vont pouvoir y rester pendant 3 ans.
Alors nous sommes ici dans la casemate cuirassée parce que juste au-dessus de ma tête, il y a une trentaine de tonnes de fonte pour protéger le gros canot qui se trouvait ici. C'était le canon à l'époque le plus puissant de la fin du 19e siècle, un long de bange qui était dirigé vers l'extérieur, et l'ouverture que vous voyez au bout était fermée par un verrou qui se baissait et qui s'ouvrait à la demande et qui était commandé par des chaînes qui se trouvaient dans la petite pièce qui se trouve à côté ici. Donc on voit encore l'ouverture par terre par laquelle les chaînes passaient et sur les côtés ainsi qu'au-dessus, les ouvertures qui servaient à évacuer le souffle de l'explosion. Alors nous entrons ici dans une des deux poudrières du fort qui servait évidemment à stocker la poudre pour l'ensemble du site. Évidemment, il y avait quelques précautions à prendre. Par exemple, cette salle est vraiment construite comme une coquille à l'intérieur du site. On a du vide tout autour de nous, y compris en dessous. Vous voyez aussi ici le seul plancher bois du site qui servait à éviter qu'on ne fasse des étincelles avec les chaussures, ce qui aurait été un petit peu catastrophique pour les tonnes de poudre conservées ici. On ne pouvait pas non plus amener de la lumière artificielle directement dans la pièce, toujours pour la même raison, cette peur de l'étincelle ou de la flamme. Donc on passait derrière la poudrière et on allait poser des lampes derrière des ouvertures protégées et on pouvait éclairer l'intérieur sans risquer de mettre le feu aux poudres. En fonction des besoins, les casernements pouvaient abriter jusqu'à 600 soldats. On imagine ces corridors répercutant jadis les ordres des gradés durant les exercices. Aujourd'hui, Bénédicte et son équipe perpétuent le souvenir de tous ces jeunes gens cantonnés ici dans l'attente d'une guerre dont beaucoup ne revinrent jamais. En bordure de la forêt de Retz, blanchit le squelette de l'abbaye de Valsery, un terrain de jeu idéal pour tailleurs de pierre passionnés. Je suis venu à la taille de pierre par passion, en fait, par la passion du patrimoine. Dès mon plus jeune âge, à partir de 12-13 ans, je me suis intéressé à ces grands édifices, ces grandes églises et ces grandes cathédrales sur lesquelles je voyais les échafaudages avec des gens qui travaillaient dessus. Et j'ai eu envie de participer moi aussi à la restauration et à la mise en valeur de ce patrimoine. Et donc c'est pour ça que je suis devenu tailleur de pierre. Et je me suis dit que ça serait bien que je fasse partager un petit peu tout ce savoir-faire et cette passion de la pierre et de l'architecture monastique au plus grand nombre sur un site où je puisse développer des activités relatives à ces métiers. Et là donc après tu vas enlever cette partie-là et cette partie-là pour aller chercher les parties d'équerre avant d'aller chercher les courbes. Voilà, Ouais, comme ça ok. j'aurai plus que mon angle là. Ça marche. C'est pour ça que je me suis installé à l'abbaye de Valsery il y a de cela 2 ans et demi avec toute une équipe de bénévoles de tous les âges et de toutes les compétences en fait. J'ai découvert ça assez tôt, la taille de pierre, mais je m'y suis vraiment intéressé que depuis que je fais partie de l'association. Et puis je me suis rendu compte que déjà que ça m'intéressait. Et justement, c'est un des buts aussi de l'association, c'est de faire découvrir tous ces métiers-là au niveau de la pierre. Et ça pourrait faire découvrir des vocations à plein de gens qui connaissent pas et qui demandent qu'à connaître. J'ai fait beaucoup de maçonnerie quand même, mais aussi l'entretien du site. Il fallait tondre le gazon, il fallait nettoyer, il y avait toute une série de travaux. Et aussi faire les visites, assurer les visites pour justement intéresser les gens au travail qui est réalisé et à la sauvegarde du monument. En plus de 800 ans d'histoire, l'abbaye a connu toutes les guerres et subi tous les outrages. Il faudra attendre juin 1918 pour qu'un ultime bombardement lui donne le coup de grâce et efface jusqu'à son existence de la mémoire locale. Quand nous arrivons ici en avril 2013, le site est entièrement envahi de végétation, c'est-à-dire que la forêt a repris ses droits, elle a recouvert entièrement le site, ainsi que les ruines du bâtiment que vous voyez derrière. La superficie complète des bâtiments conventuels et de l'église, ça représente à peu près 1,5 hectare. Son grand rêve, David a su le faire partager aux divers financeurs qui ont accepté de le suivre dans cette aventure. Le projet, c'est de rénover le bâtiment de l'abbaye que vous voyez derrière nous pour en faire un musée sur les métiers de la pierre. Alors de la pierre
au patrimoine. C'est-à-dire qu'on va commencer par le métier de carrier, le tailleur de pierre qui taille les pierres derrière le carrier, et le sculpteur qui fait la finition sur place, en initiant les gens un petit peu à tous ces savoir-faire. Et donc pour mettre en place ce projet, nous avons estimé environ une vingtaine d'années de chantier. Si on fait une restauration sans donner d'âme au monument, c'est inutile. Il faut que ce monument revive véritablement par son histoire et par des activités culturelles. C'est pas juste on arrive le matin, on travaille, on repart le soir. Je veux dire, si on s'y intéresse un tant soit peu, il n'y a pas que la pierre qui est là, il y a aussi toute l'histoire qu'il y a autour. Et ça complète un petit peu le travail, quoi. Ça le rend beaucoup plus attrayant. Si dans 20 ans je suis encore dans la région, c'est sûr que je serai encore ici, oui, c'est sûr. « 20 ans, un travail de bénédictin que connaissent bien les membres de l'association des Amis de ces monts. Au creux de cette vallée, au sud de Soissons, se cache un site étonnant auquel un long travail de restauration a permis de redonner vie. L'avantage, c'est qu'ici, la pierre blanche est partout. C'est même ce qui caractérise ce village typique du Soissonnais. Madeleine est une grande amoureuse de son village, tout autant que du donjon. Pas un jour ne passe sans qu'elle ne vienne en faire le tour. Le nom de notre village était autrefois Sourcy, parce que construit sur des sources. Et c'est un évêque qui a été chassé de Rome pendant la dynastie des Carolingiens, qui a été envoyé à Soissons et qui avait la nostalgie de Rome. Alors, il a rebaptisé le village Sept-Monts, parce qu'il y a 7 collines autour de notre village. Et excusez du peu, nous avons quand même le Mont Blanc. Enfin, il culmine à 155 mètres. Et ça s'explique tout simplement parce que nous sommes zone d'extraction de pierres de taille et la roche à fleurs. Les paysans qui travaillaient le vignoble n'étaient pas utilisés à 100% dans leur vignoble, ça n'occupe pas quelqu'un à l'année. Et donc la plupart d'entre eux travaillaient dans les carrières d'extraction de pierres de taille. Ils n'avaient qu'un salaire de misère, mais ils pouvaient ramener autant de pierres qu'ils le voulaient. C'est ce qui explique que tout ce village est construit en pierres de taille, même pour des gens relativement pauvres. Dans ce village se trouve la maison de campagne des évêques de Soissons. Et ce sont des évêques successifs qui ont fait construire les différentes parties, ce qui fait que tout est facile à retenir ici, puisque vous avez des bâtiments du XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècle, ce qui nous fait un patrimoine bâti très impressionnant. Il y a une partie qui s'appelle Petit Donjon. En 1924, il a été acheté par une Américaine qui s'appelle Kate Gleason. Et le premier ascenseur installé dans le département se trouve ici, pour la simple raison que son père était l'inventeur de l'engrenage, elle-même étant ingénieure de formation. C'est la raison pour laquelle la plateforme est surmontée d'une petite tourelle rectangulaire où se trouve l'engrenage de l'ascenseur, ou plutôt où se trouvait. Difficile d'imaginer, devant cette bâtisse flambant neuve, l'état de délabrement dans lequel elle se trouvait il y a encore peu de temps. Ce pavillon Renaissance du XVIe siècle, longtemps abandonné de tous, fait désormais la fierté de Madeleine. Notre association, les Amis de ces monts, a été créée en 1970 pour commencer à restaurer le site. Et le site était tellement abîmé que l'architecte des bâtiments de France nous a dit ou vous mettez tout par terre ou vous reconstruisez. Et nous, on a relevé le défi de reconstruire. Une grande partie de ce donjon du XIVe siècle constituait la résidence de plaisance de l'évêque. La partie supérieure était réservée aux soldats chargés de veiller sur les lieux. Nous sommes dans un château de confort et pas du tout un château de protection. La principale preuve en est que ce château se trouve positionné au pied d'un plateau et pas du tout en rebord de plateau. Donc vous ne connaissez pas ce château, ou très peu, parce que finalement il n'est visible de nulle part. Il faut arriver dans le village pour le découvrir. C'est un château secret. Ici se referme le grand livre de pierre, dont bien des pages encore pourraient être feuilletées. Clovis et son vase brisé demeurent éternellement associés à l'histoire de Soissons. Pour autant,
la ville n'oublie pas de se projeter vers l'avenir. En témoigne l'aspect futuriste de cette cité de la musique et de la danse, symboliquement placée dans le prolongement de l'abbaye. Ici, toutes les époques se mêlent, racontant 1000 histoires, et restent liées entre elles un peu, tiens, comme les pages d'un livre. Avec le temps, une machine à